Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi d'être en votre compagnie pour ce début de semaine. Dans ce journal aujourd'hui, nous vous présenterons les nouveaux locaux du Centre de coordination gérontologique de Monaco. L'occasion pour nous de revenir sur la gestion de crise au Centre Régnier 3 ou à Piétoudiné par exemple. Comment les personnes âgées ont été prises en charge, comment a-t-on géré leur stress au cœur de cette crise sanitaire. Les réponses avec la chef de la filière gériatrique Sandrine Louchard de la Chapelle. Clap de fin pour le Printemps des Arts 2021. Retour dans un reportage sur le dernier concert consacré à Franz Liszt. Clap de fin également pour le directeur du Printemps des Arts. Après 19 ans de bons et loyaux services, nous recevrons Marc Monet qui reviendra sur presque 2 décennies à secouer la culture et à jouer avec les frontières musicales. Mais avant cela, je vous l'ai dit, direction le nouveau centre de coordination gérontologique de Monaco. Depuis le 17 mars, ce centre a déménagé au 18 rue Princesse Florestine, au cœur du quartier de la Condamine. Il devient un guichet unique de proximité. Ses objectifs, ses actions sont détaillés dans le reportage de Juliette Rappert. Créé en 2006, le Centre de coordination gérontologique de Monaco inaugure ses nouveaux locaux en présence de plusieurs personnalités du gouvernement. Cette structure médico-sociale de la direction de l'action sanitaire répond au contexte démographique du vieillissement de la population des pays européens. Les objectifs du centre sont de faciliter l'accès à l'information médico-sociale. En un même lieu, les personnes peuvent avoir toutes les informations qu'elles souhaitent, soit en tant que bénéficiaires du centre personnes âgées de plus de 60 ans qui commencent à rencontrer des difficultés à la maison, ou alors en tant qu'aidant familial, en un seul endroit. Elle peut trouver l'ensemble des informations qui permettront à la personne de rester le plus longtemps possible à son domicile. Le CCGM est accessible à toute personne âgée de plus de 60 ans, résidant en principauté. L'accueil est ouvert de 9 h à 17 h du lundi au vendredi avec un numéro vert, le 80 00 60 00. L'appel est reçu par notre secrétaire qui, à partir d'un guide d'entretien, va essayer d'aller le plus loin possible sur la demande. Elle présentera les appels et on donnera à ce moment-là une priorité ou médicale ou une priorité sociale. Les besoins seront identifiés et nous verrons en équipe quelles sont les aides que nous pourrons proposer à la personne. Son activité vise essentiellement un public en perte d'autonomie physique ou cognitive et la moyenne d'âge des personnes rencontrées est de 85 ans. Depuis 15 ans, le CCGM est devenu un support d'accompagnement pour les seniors et les aidants familiaux. Voilà, après ce reportage sur les nouveaux locaux du Centre de coordination gérontologique de Monaco, nous recevons justement le docteur Sandrine Louchard de la Chapelle. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête de la filière gérontologique. Je voudrais que l'on commence de façon assez générale. Qu'est-ce qui est fait pour les personnes âgées, pour tout ce qui concerne la gérontologie en principauté? Quelles sont les structures mises en place que vous gérez? Alors les structures d'abord hospitalières, avec la filière gériatrique hospitalière, le centre Régnier 3, un plateau de consultation pluridisciplinaire avec des consultations de gériatrie, de médecine interne, d'infectiologie, d'oncogériatrie, de nouvelles consultations, la consultation des fragilités. Donc ça c'est pour la filière hospitalière. En lien, en articulation avec cette filière hospitalière, les 2 EHPAD que sont Piétoudiné et la résidence du Cap Fleuri. Et puis une articulation toute particulière également avec la ville, avec le centre de coordination gérontologique, le CCGM, dont on vient d'inaugurer les nouveaux locaux. Quelles ont été les conséquences de la Covid-19 sur la filière gérontologique à Monaco? J'imagine que ça a dû être compliqué. La filière, effectivement, a été directement impactée, puisque le sujet âgé est un sujet qui a le plus de risques de faire des formes graves de Covid. Donc il y a eu toute une vigilance extrême. On s'est mis en ordre de marche dès le mois de mars. Au cœur de la crise, ça a été terrible, j'imagine, pour ces personnes-là, psychologiquement, entre la peur, parce que vous l'avez dit, particulièrement concernées, mais aussi l'impossibilité de voir leurs proches. Ça a dû être psychologiquement terrible, non ? On a tout fait pour mettre en place des systèmes de visio avec les familles, des lettres d'information. On a essayé de communiquer le plus possible. Il y a également des psychologues dans la filière, des neuropsychologues qui ont été mis à contribution pour essayer d'évaluer de façon la plus juste possible s'il n'y avait pas de déclin plus important, que ce soit au niveau psychologique, mais pas que, puisqu'on sait que quand on est dans une situation de stress comme ça, on peut aussi avoir d'autres pathologies qui s'enclenchent. Oui, il y a eu des conséquences indirectes, j'imagine, à cette crise.
Et des conséquences indirectes, on en a beaucoup parlé, des conséquences psychologiques, le repérage de symptômes anxieux, de dépression également. Donc ça a été un travail multidisciplinaire. Les infirmières, les équipes soignantes, les psychologues, les médecins, la ville, le CCGM, les médecins coordonnateurs des EHPAD, tout ça pour essayer de vivre au mieux cette situation qui était totalement inédite. En France, dans certains EHPAD, il y a eu donc des clusters. J'ai même envie de parler d'hécatombe certaines fois. Qu'en était-il à Monaco ? À Monaco, il y a eu effectivement quelques cas à la résidence du Cap Fleuri. On a décidé en fait de transférer tous les cas positifs qui se sont manifestés dans l'EHPAD en hospitalisation. On a fait le choix, avec le CHPG, d'hospitaliser tout résident qui devenait positif à la Covid-19. Je voudrais que l'on fasse un point sur la vaccination en gérontologie. Tout le monde s'est fait vacciner, presque tout le monde. Comment ça s'est passé ? C'est quelque chose qui a été vraiment important pour la filière. Les équipes soignantes, les médecins, on s'est tous mis en ordre de marche pour essayer d'informer et d'avoir de la pédagogie par rapport à la vaccination. Alors l'EHPAD Acquiétudine, c'est 100% des résidents vaccinés. Au niveau de l'EHPAD du Cap Fleuri, il n'y en a que quelques-uns et on est à plus de 95% des résidents vaccinés. Et pour les USLD, donc les unités de soins de longue durée, c'est également plus de 90% des patients vaccinés. Au niveau des médecins, 100% des médecins de la filière gériatrique sont vaccinés. Au niveau du personnel, on continue également notre information, de la pédagogie sur le vaccin, avec un nombre qui continue à grandir des soignants et des professionnels de la filière qui se font vacciner. Quel est l'état d'esprit actuellement des personnes âgées qui ont dû subir, en plus de leurs problèmes quotidiens, cette longue crise sanitaire ? C'est vrai que quand il y a un étayage familial fort, ça a pu permettre de passer la crise de façon plus simple. Après, ce que rapportent les patients qu'on voit, les familles, il y a quand même eu un accompagnement au sein de la principauté qui a été fort, hein, avec la mise en place d'un numéro d'appel, avec une équipe qui a pu se déplacer à domicile. Donc une proximité. Et le moral est là, aussi. Le moral est présent. Le moral, ça dépend aussi des histoires. Il y a des histoires qui sont plus difficiles que d'autres, des événements qui se sont passés dans des familles qui font que des fois, il y a certaines familles qu'il faut plus accompagner effectivement au niveau du moral, essayer d'avoir un œil plus particulier sur cela. Mais c'est vrai que la situation globalement, même pour tout le monde, hein, tout à chacun, hein, est des fois difficile à supporter avec des contraintes qu'on n'avait pas du tout l'habitude d'avoir. Et même question, dans quel état d'esprit est actuellement le personnel dans ces services-là ? Alors le personnel a été extrêmement mobilisé, je leur remercie, parce qu'ils ont été extrêmement, effectivement, très réactifs dès le début de la crise, hein, dès mars 2020. Ça fait plus d'un an, donc on peut avoir effectivement des moments de découragement. Et on tente, lors de staff ou lors de réunions, un peu de remobiliser les troupes. Mais c'est normal, c'est un événement qui dure, cette crise dure depuis un an, donc on peut avoir des fluctuations un peu. Mais on essaye d'être toujours là pour essayer de mobiliser les soignants qui sont extrêmement bienveillants vis-à-vis des sujets âgés. Voilà le constat que l'on pouvait faire dans ces services de gérontologie suite à cette crise sanitaire. Sandrine Louchard de La Chapelle, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup à vous. Passons au premier point info de ce journal avec vous, Vanessa Dessy. Bonsoir. Vous allez nous parler de la première exposition photo des organismes de solidarité internationale de Monaco. Bonjour Fabien, bonjour à tous. Oui, et cette exposition regroupant 19 clichés réalisés par l'OSI est le fruit d'un concours de photographie lancé en 2019. Un regard durable et solidaire, c'est le thème qui a été choisi afin de sensibiliser au mieux le grand public. Rappelons que les organismes de solidarité internationale de Monaco interviennent dans différentes zones géographiques et au travers de nombreux domaines tels que la santé, l'éducation, l'environnement, l'accès à l'eau, la lutte contre les discriminations ou encore l'appui aux plus vulnérables. Cette exposition est inaugurée ce lundi par le souverain et de nombreuses personnalités de la principauté est à découvrir jusqu'au 17 avril sur les terrasses de Fontvieille. La Fondation Mora soutient le Centre scientifique de Monaco depuis de nombreuses années.
Et une signature de convention s'est tenue ce lundi. Effectivement, la Fondation Mora renouvelle son soutien financier au CSM. Ce partenariat permettra de mener à bien d'importants projets de recherche. Il s'agit de travaux à mi-chemin entre la recherche fondamentale qui consiste à comprendre les mécanismes à l'origine du développement d'un cancer et la recherche clinique qui vise à évaluer l'efficacité et la tolérance aux nouveaux traitements. Merci Vanessa, on vous retrouve dans quelques instants. Clap de fin pour le Printemps des Arts 2021 qui s'est déroulé pendant un mois durant tous les week-ends. Focus sur le dernier concert de cette édition à l'Auditorium Régnier 3, consacré à des œuvres rares de Franz Liszt, un grand compositeur dont le festival a dressé un portrait à travers plusieurs concerts. Reportage de José Sacré. Son Altesse Sérénissime, le Prince Souverain, a assisté dimanche 11 avril au dernier concert du Printemps des Arts de Monte-Carlo, édition 2021. Il a été accueilli notamment par Marc Monet, conseiller artistique du festival, et Madame Françoise Gamerdinger, directeur des affaires culturelles. En prélude au concert, de jeunes élèves de l'école municipale de Beau-Soleil et du conservatoire à rayonnement régional de Nice ont interprété des musiques du compositeur Gérard Pesson en résidence au festival. Des œuvres rares de Franz Liszt étaient au programme de ce concert de clôture donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec le pianiste Ivo Kahanek sous la direction d'un jeune chef, Gergely Madaras, actuel directeur artistique de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège. C'est la première fois que je rencontre l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et nous avons eu assez peu de temps, mais nous avons développé tout de suite un lien artistique, un lien musical et j'apprécie très bien le talent et l'effort et le son extraordinaire de cet orchestre. Ces pièces, pourquoi, à votre avis, ne sont-elles pas jouées? Est-ce qu'elles méritent d'être redécouvertes? Il y a 4 pièces différentes dans notre programme et je trouve le meilleur chef-d'œuvre, sans doute, c'est le tout premier qui s'appelle en allemand Von der Wiege bis zum Graben. C'est vraiment le tout dernier poème symphonique de Franz Liszt. Il a composé à la fin de sa vie. C'est vraiment une pièce où nous avons beaucoup de sentiments humanistes, beaucoup de sentiments, comment on porte dans sa vie, quel est notre objectif avec notre vie. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment jouer beaucoup plus parce qu'il mérite toutes les qualités que nous portons très importantes de la compositeur Franz Liszt. Après le concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, 3 artistes, parmi les plus fidèles invités du Printemps des Arts de Monte-Carlo, ont offert à Marc Monet un mini-concert. La percussionniste Adélaïde Ferrier, le violoncelliste Marc Copé et le pianiste François-Frédéric Guy. Je ne pouvais pas imaginer ne pas participer à un petit clin d'œil, un petit hommage pour cette dernière édition de la mandature de Marc, alors que je suis venu au festival depuis 2004. La première fois que je suis venu, c'était en 2004. Et on a fait tellement de projets, tellement de merveilleuses choses ensemble. Évidemment, tout le Beethoven Project et plein d'autres choses. Prométhée avec les couleurs dans tout l'auditorium. Oui, ça a été vraiment des moments exceptionnels. Je crois que c'est un festival de son temps et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un festival qui est à la fois ancré dans une tradition, c'est un festival ancien qui explore le répertoire ancien mais qui donne une part
très importante à la création et ça de manière harmonieuse. Ce n'est pas un festival qui cloisonne les genres musicaux, que ce soit l'orchestre, la musique de chambre, pourquoi pas même les musiques du monde. C'est un festival dans lequel on voyage et qui réunit les choses de manière harmonieuse et je crois qu'on en a beaucoup besoin. C'est le printemps de toutes les audaces, le printemps iconoclaste, le printemps aussi des aventures exceptionnelles. On parlait du Beethoven Project, il n'y a aucun autre festival où on pourrait faire toutes les 32 sonates, les 5 concertos, la musique de chambre comme ça en si peu de temps. Enfin, c'était vraiment Oui, c'est la signature de Marc. À l'issue du concert, sur la scène de l'auditorium Régnier 3, Marc Monet a été chaleureusement applaudi par le public, nombreux et reconnaissant pour tant de musique offerte par le Printemps des Arts durant ces 19 années. Voilà, c'était le clap de fin de cette édition du Printemps des Arts. C'est un clap de fin pour vous également, Marc Monet, bonsoir. Bonsoir. Le Printemps des Arts vient de s'achever. Votre bilan, qu'est-ce que l'on peut dire de cette édition dans ce contexte particulier ? C'est un bilan particulier, comme le contexte, c'est-à-dire que nous avons été heureux quand même d'avoir du public, ce qui n'était pas quand même gagné d'avance dans ce contexte. Reste que, évidemment, on a perdu quand même pas mal de public, et particulièrement français. Évidemment, mais le bilan se trouve finalement assez positif et on a surtout eu des concerts remarquables. C'était votre dernier Printemps des Arts, vous êtes à la tête de cette manifestation depuis 19 ans. Vous êtes dans quel état d'esprit actuellement ? Je suis dans un très bon état d'esprit, c'est-à-dire que c'est une décision que j'ai prise il y a plus d'1 an. Et évidemment, il fallait le faire d'une façon anticipée pour avoir une transition correcte et douce, je dirais. Donc, c'est un choix personnel, c'est évident. Je pense qu'après 19 années, on peut laisser quelqu'un d'autre prendre une institution et lui redonner un nouveau souffle. Parce que, vous savez, il faut faire très attention avec les institutions. On peut vite s'endormir, se répéter. Et ce n'est pas mon style. Donc là, j'ai senti que, non pas que je me fatiguais, pas du tout, mais j'ai senti que c'était le moment peut-être d'arrêter. Comment l'avez-vous vécu cette édition ? Parce qu'on vous a rendu par exemple un hommage ce week-end. Il y a eu de l'émotion pour vous ? Vous savez, je suis un être humain. Donc l'émotion fait partie aussi de ma nature, comme tout le monde. Après, comme je le dis très souvent, je n'ai fait que mon travail. J'ai accompli une mission qui m'était confiée et j'ai essayé de l'accomplir le mieux possible. Après, tout le monde jugera. Voilà. Que retiendrez-vous de toutes ces années passées à Monaco à la tête du Printemps des Arts ? Écoutez, une chose assez exceptionnelle, un grand plaisir. D'abord, une grande confiance, car la princesse de Hanovre, notre présidente, a été tout à fait essentielle dans ce parcours. Avec une écoute, avec je dirais une passion. Et donc, j'ai eu toujours ce soutien et une grande liberté d'action. Et je crois qu'il faut bien être conscient de cela. C'est cette chance de savoir qu'on vous confie une responsabilité, mais on vous la confie entièrement. Bien sûr, vous êtes jugé par des conseils d'administration, par des contrôles financiers, etc. C'est tout à fait normal. Mais c'est cette confiance qui est accordée qui est fondamentale. Qu'allez-vous faire maintenant ? Vous allez rester sur Monaco ? Vous allez repartir dans le Pays Basque que vous connaissez bien ? Quelle sera votre actualité, Marc Monet ? Écoutez, moi je redeviens ce que j'ai toujours été, c'est-à-dire un compositeur. Donc j'ai décidé de revenir à ma fonction essentielle, qui est l'écriture, qui est pour moi fondamentale et qui d'ailleurs a été, je dirais, une pulsion pour le Printemps des Arts. C'est-à-dire, ça m'a permis aussi d'être au sein même de la musique. Donc je repars pour une autre destination qui est celle de la composition. Voilà. Donc j'ai plein de projets, évidemment, et vous me reverrez de temps en temps quand même. Un mot sur votre successeur, qui est-il et qu'en pensez-vous ? Bruno Mantovani fait partie à la fois des amis et aussi de personnalités que je connais depuis très longtemps. Nous avons à peu près un parcours similaire du point de vue esthétique et je crois que ce sera sans aucun doute, avec ses différences évidemment, chacun sa personnalité, ça sera une continuité, j'en suis assez persuadé.
Je parle dans la forme, dans les choix, etc. C'est quelqu'un de très ouvert. Et donc, si on lui donne les moyens que l'on m'a donnés pendant toutes ces 19 années, je suis sûr qu'il arrivera à quelque chose de parfait. Voilà ce que l'on pouvait dire de vos 19 années passées à la tête du Printemps des Arts. Marc Monet, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. On vous retrouve, Vanessa, pour la suite de l'actualité en bref et vous allez nous parler de football. L'AS Monaco reste provisoirement sur le podium. Et oui, Fabien, dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1, l'AS Monaco a reçu Dijon ce dimanche après-midi. Deux équipes aux objectifs opposés, car les Monégasques jouaient la course au podium. Chose faite, puisqu'ils conservent la 3e place de la Ligue 1 à un point du PSG. Malgré un début de match compliqué, la deuxième mi-temps s'est révélée plus rythmée. En effet, les hommes de Niko Kovac se sont imposés 3-0. Benjamin Lecomte, le gardien monégasque, a encore une fois répondu présent en ne laissant passer aucun ballon. Prochain rendez-vous pour l'AS Monaco est fixé à l'extérieur le 18 avril face à Bordeaux. Ce dimanche s'est disputée une nouvelle manche du championnat de Formule E à Rome avec une mésaventure pour l'écurie monégasque Venturi. La Formule E a fait étape dans les rues de Rome, effectivement, pour la 4e manche de la saison 2021. Une ambiance particulière ce dimanche, car le Français Norman Nato a manqué de peu le podium. En effet, il a franchi la ligne d'arrivée en 3e position, mais le pilote a été disqualifié quelques minutes plus tard pour surconsommation d'énergie, comme le veut le règlement. Une sanction jugée lourde par l'équipe monégasque. Venturi a tout de même démontré de belles performances durant le week-end. Une disqualification, on va dire, amère. En revanche, le deuxième pilote Venturi, Eduardo Mortara, a terminé à la 4e place. Pour refermer ce point info sportif, une belle image de la Roca Team. Vous l'avez certainement suivi de près, la Roca Team est en finale de l'Eurocup grâce à cette double victoire face à Gran Canaria. Des instants inoubliables et totalement magiques qui viennent récompenser le travail acharné de tout un club. C'est dans un tourbillon d'émotions que l'équipe et tous ses fans se sont retrouvés en principauté, comme vous pouvez le voir sur ces images signées Thomas Denis. Passons à la météo, Vanessa. J'ai l'impression que ça ne va pas s'améliorer ce mardi. Vous l'aurez compris, Fabien, la douceur printanière n'est plus vraiment au rendez-vous. Le ciel sera chargé avec un risque d'averse en fin d'après-midi. Un vent fort alterné entre Mistral et Tramontane est attendu. Les rafales pouvant atteindre jusqu'à 20 km/h en moyenne. Les températures seront fraîches, elles oscilleront entre 11 et 15 degrés. Le soleil se lèvera à 6h49 et se couchera à 20h11 et nous fêterons l'Eïda. Merci. On passe aux photos du jour. Vous en avez parlé il y a quelques instants, Vanessa. Le retour des héros, ou plus exactement le retour des basketteurs et leur qualification historique en finale d'Eurocup après un match incroyable dans les îles Canaries. Des joueurs accueillis par des supporters plus que contents. Ce sont des photos de Manuel Vitali. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain, 19h. En attendant, portez-vous bien.